Rien fait. T'as fait quelque chose? Vous présenter un film en fabrication. Alors moi je travaille à Languedoc aussi en cinéma. Estelle Cavois qui est ici travaille aussi à Languedoc aussi en cinéma et qui s'occupe du secteur professionnel. Et notre travail à Languedoc aussi en cinéma, c'est de suivre les tournages qui ont lieu en région, d'en attirer, de faire en sorte qu'ils s'en passent et qu'ils s'en tournent ici et qu'ils se passent au mieux. Hier on était à 7 avec Rachid. Rachid faisait un entretien avec le journaliste de Midi Libre. L'article est paru aujourd'hui. L'entretien est bien retranscrit. Je trouve aussi c'est assez intéressant. Et c'était assez troublant en fait d'être avec Rachid sur l'esplanade face au cinéma et de parler notamment d'un projet que Rachid est en train d'écrire et qui potentiellement pourrait se tourner en partie à 7, peut-être je l'espère d'ici 2 ans. Et depuis 1928 au moins il se tourne des films ici à 7, plus de 70 longs métrages, de nombreux courts métrages, documentaires, de fiction pour la télévision. Et c'est vrai une accélération depuis quelques années. Et le projet de Rachid s'inscrit complètement dans cette dynamique globale. C'est-à-dire que, pour reprendre chronologiquement, j'essaie de faire bref, Rachid m'a dit il y a 3 ans qu'il a envie d'écrire un film qui raconte l'histoire d'un monsieur retraité, marocain d'origine, qui vit en France et qui souhaite rentrer au Maroc pour y mourir. Point de départ. Échange avec Rachid, il y a toute une partie qui se passe au Maroc, donc les 2/3 du film, et le début du film se passe en France. Alors en France, ça peut être voilà, des personnes d'origine marocaine, il y en a à Saint-Étienne, à Lyon, à Paris. Alors bien sûr, voulant que ce projet se passe en région, et là on retrouve un peu notre travail en option cinéma, on est allé au bar de Lorient, face au port de Sète, et je lui ai dit, il est possible que ton héros soit arrivé de ce bateau-là. Et il est possible que 40 ans après, il souhaite repartir de ce bateau-là aussi. Cohérent, vraisemblable, Rachid a découvert la ville à ce moment-là, il a dit pourquoi pas. Il y a 2 ans précisément, en octobre 2015, Rachid était présent pour un atelier ici, des rencontres qui ont eu lieu ici à la MJC, la médiathèque est partout ici à Sète, avec des projections de films également en ville. Et à ce moment-là, on a mené un atelier de réalisation qui a consisté à proposer à 6 jeunes qui vivent ici à Sète. Et l'idée était que vous partiez, vous 6, à la rencontre de plusieurs personnes ici à Sète pour découvrir leur parcours, noter, repérer, préparer la réalisation, filmer accompagné de Clément Iserman et Vincent Le Cygne. Et ensuite, vous avez filmé ces portraits, vous allez monter, et aujourd'hui, ils sont visibles sur Internet, ça s'appelle C'est toi ma richesse. 6 portraits, notamment de vous 3, et on va vous voir à l'écran très vite. Suite à tout ça, l'idée c'était de filmer, d'avoir beaucoup de portraits, et de nourrir par du réel la fiction qui est en train d'être écrite aujourd'hui par Rachid. Voilà l'introduction et pourquoi aujourd'hui, à Languedoc Roussillon Cinéma, on vous propose cette rencontre film en fabrication, un film qui, j'espère, va se tourner d'ici 2 ans et qui aujourd'hui est au stade de l'écriture. C'est encore un scénario, c'est encore du désir et c'est encore une réflexion entre des décors, une envie, des dialogues, etc. Voilà. Alors ce que je vous propose, bon, Rachid peut-être, je vais te laisser juste un petit mot de bienvenue, si vous voulez dire à mes côtés, et juste pour... qu'on te voit, qu'on te salue, qu'on te remercie. C'est moi, c'est moi. Je précise qu'avant-hier, tu étais en tournage jusqu'à très tard, que tu es venu hier matin de Rabat, partant très tôt, et arrivé tôt hier matin à Montpellier, avant de repartir la semaine prochaine, sur des tournages, sur de la production, sur toute cette activité dont on va parler un petit peu maintenant. On a aussi beaucoup de plaisir et beaucoup de chance aujourd'hui. On a échangé avec Hélène Péquin, qui est comédienne, à qui... Bravo Hélène. Avec l'accord de Rachid, Hélène a lu le scénario du film, ça lui a plu, ça l'a inspiré également, et elle a proposé amicalement à plusieurs personnes, plusieurs comédiens, comédiennes ici, de travailler, de regarder, et tu vas nous expliquer très vite le projet. Bonjour tout le monde. Je suis très content d'être là à chaque fois. Je rencontre des personnes extraordinaires. Moi, je suis toujours très touché de rencontrer des êtres humains. Et ce que je fais des films pour des êtres humains, pas pour des gens qui voient un film qu'ils oublient comme ça. Parce que je pense que chaque moment qu'on tourne, ce sont une partie de la vie et qui reste pour l'histoire. Et j'ai besoin à chaque fois d'être nourri par leur histoire, par leur vécu à travers ce passage de la vie. C'est pour ça que je suis là. J'ai déjà écrit les 3 versions de ce scénario. J'avais déjà proposé au CCM, ça veut dire le Centre cinématographique marocain,
le scénario. Là, je suis en réécriture parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à enlever, il y a beaucoup de choses à émettre. C'est pour ça que je prends une année pour voir les décors, m'inspirer et réécrire le film, et que j'espère dans 1 an et demi ou 2 ans, peut-être moins, il sera en tournage ici avec certaines personnes. J'ai des acteurs et j'ai besoin d'autres acteurs de la vie qui sont souvent plus crédibles que les acteurs. C'est un film d'auteur et c'est un film, je dois faire, même si je voyage entre le Maroc et la Corse, ce sera un film à petit budget, mais qui est basé, pour arriver à ça, je peux, par exemple, le film qu'on va voir tout à l'heure, c'est un film que j'ai fait entre les deux, je l'ai fait de ma poche, et en moins de 3 semaines, et moins de 200 000 €. On va le voir tout à l'heure, c'est un film d'époque, il y a des costumes et tout. J'aimerais bien montrer aux jeunes qu'on peut y arriver, parce que souvent on dit que c'est un problème de moyens. Non, moi je dis c'est un problème d'imagination. Donc si je voyage et je trouve un décor crédible, par exemple tout à l'heure on a vu, j'ai besoin de décor de l'hôpital, on a vu la médiathèque, et ça ressemble à l'hôpital, il suffit d'écrire un petit truc, comme ça je tourne pas loin et ça sera très crédible. En même temps, je n'aurai pas à demander l'autorisation, les malades, les mettre quelque part là. Donc ça veut dire de ne déranger personne et que mes personnages soient à côté de moi pour les filmer. Le décor ne vient que pour crédibiliser la scène et la situation. C'est grâce à Karim que je rencontre Rachid El Wali. J'ai commencé à l'aimer à travers le regard de Karim, en fait, de tout ce que m'a dit Karim sur Rachid El Wali. Et après, je l'ai découvert à travers un documentaire qui a été tourné à Sète, en Corse, en 2006, je crois. Et j'ai été frappée par vos valeurs, en fait, les valeurs. Vous venez de parler encore, dès que vous avez pris la parole, d'humain. Vous parlez d'amour, que ce qui vous anime, ce qui vous amène vers les gens, c'est l'amour, que vous aimez votre métier, que vous aimez le public, que vous aimez les gens. Et j'ai apprécié aussi que vous parlez de votre histoire, de votre accident, de comment vous avez pris conscience que la vie était un cadeau de Dieu, que vous aviez envie de vous mettre au service des autres. Donc j'ai été très touchée par tout ça, donc j'ai envie de continuer à découvrir. On a regardé quelques documentaires et j'ai eu envie de lire le scénario. Et là, donc, on est quelques-unes ici, quelques-uns à l'avoir lu, et on a été touchés, on a été émus, on a ri, on a trouvé qu'il débordait de tendresse, de profondeur, d'humour aussi. Ça m'a permis aussi de percevoir des blessures que beaucoup de personnes marocaines ont pu avoir dans cette histoire. Et on a trouvé qu'on était vraiment au cœur de l'humain. Que même si nous on n'était pas marocains, on s'identifiait complètement au personnage et que nous, c'est ce qui nous intéresse en tant que comédien, c'est ce côté universel qui touche tout le monde. Donc, on avait envie de partager ça avec vous, de vous en faire découvrir un petit peu quelques parties, quelques extraits, à commencer par la note d'intention qu'on a trouvée très belle et où on retrouve vos valeurs en fait. Enfin, déjà à travers la note d'intention, puis après à travers le scénario, on ne peut pas lire en entier. Hein. Mais donc on a envie de lire la note d'intention pour vous et après quelques extraits. Le début, une scène où il y a les 3 enfants de Larbi qui vient annoncer à ses enfants qu'il lui reste 3 mois à vivre, qu'il va mourir. Et ces enfants, ils sont tellement préoccupés par d'autres choses qu'ils n'entendent même pas le message de leur papa. Voilà. Alors on vous laissera découvrir en lecture. Je voudrais glisser une information intéressante sur le récit, c'est-à-dire cette ouverture avec ce personnage principal qui apprend qu'il est malade gravement et qui effectivement, tu nous as parlé aussi de ses enfants qui ne s'entendent pas très bien et qui ne s'entendent même plus et qui n'entendent plus non plus et qui décide, ce monsieur, de rentrer au Maroc pour y mourir. Ce film, c'est d'abord l'histoire d'un homme et d'une génération. Derrière la figure fatiguée de Larbi, le film rend hommage, mais sans misérabilisme et sans fioriture, à tous ces travailleurs immigrés, recrutés pour les grands chantiers en France, pour les mines, pour les usines, et qui ont fait le sacrifice d'une vie pour les leurs. Un sacrifice symbolique, mais aussi parfois durement réel. Et le sort tragique des amis de Larbi est aussi là pour le rappeler. Aujourd'hui, nous parlons tellement
de ces jeunes générations au défi de leur intégration, de leur incompatibilité culturelle, aussi bien avec leurs concitoyens de là-bas que de leurs frères en origine d'ici, qu'on en a oublié l'histoire de leur père. Ces hommes, qui par leur pouvoir économique pouvaient changer la vie de leur famille, sont aujourd'hui souvent démunis et n'ont plus guère de prise sur les choix de vie de leurs enfants et sur le cours qu'emprunte leur histoire familiale. Ces hommes sont doublement étrangers. Au pays à qui ils ont tout donné et qui ne les voit pas, qui ne les a jamais vraiment vus, et Mocho le fait bien remarquer, qui parle de ces plaques de reconnaissance inexistantes, et à leurs propres enfants qui ne leur appartiennent plus vraiment et qui se construisent une vie si différente de la leur. L'histoire de ces hommes s'est perdue en chemin, car non transmise, tue et tuée sans doute par pudeur, par impossibilité à dire les souffrances subies, et aussi par manque de curiosité de ces enfants qui ne cherchent pas à savoir ce récit qui se cache derrière les vieilles mains abîmées par le travail, derrière les yeux embués par les souvenirs et le cœur endolori par le manque de reconnaissance. Ce film, c'est donc aussi l'histoire de cette double trahison que subissent ces hommes. La plus douloureuse étant sans doute celle des enfants de l'immigration qui n'appartiennent plus vraiment au pays du père et pas encore vraiment au pays de leur naissance. Leurs préoccupations sont autres. Leurs rêves sont autres. Leur culture aussi est autre. C'est cette rupture non dite, non formulée, qui est rappelée en filigrane à travers ce film. On voit tout l'écart qui peut séparer la première génération d'immigrés de ses enfants. Mais finalement, n'était-ce pas le prix à payer pour que ces enfants soient libres et puissent librement se trouver? Seulement, les parents ne voyaient pas que cette liberté pourrait conduire à des choix, des modes de vie éloignés des rêves que formulés il y a quelques décennies. La conscience de cette rupture inéluctable conduit Larbi à rentrer au pays pour y mourir. Ce choix est très fort. On retourne mourir là où on a été connu et où on pourrait encore être reconnu. Ce n'est ni dans le pays auquel on a tout sacrifié, ni dans l'enceinte familiale que la reconnaissance peut se faire. C'est ce que le choix de Larbi nous dit. Mais il veut la mériter, cette reconnaissance. Il se lance dans des travaux de réhabilitation du village. Il a encore la valeur du travail et tient à la reconnaissance de son seul mérite. Il va enfin pouvoir, dans son village, voir les fruits de son travail, ce qu'il n'a pas pu voir en France. Ce choix entérine donc à la fois la conscience de la rupture avec la France et les enfants et replace Larbi dans son essence, la valeur du travail, ce qu'il reproche à son fils et à sa fille de ne pas avoir. Toute sa fierté tient en ce geste. Et ce film, c'est enfin l'histoire d'une belle amitié entre deux solitaires qui se retrouvent unis dans une aventure à la fois cocasse et profonde. Mocho est comme Larbi, désabusé, trahi par une vie qui ne lui a pas donné l'amour ni la reconnaissance, et il se venge avec humour. Sa relation avec Larbi, sa fidélité à son ami qui lui fait choisir de l'accompagner dans son village, c'est la reconstitution d'un lien et d'une attache affective qui manquait à ce dernier. C'est auprès de personnes avec lesquelles on partage un passé, une souffrance, un manque, que le lien peut se recréer quand il se distend ailleurs avec les siens. Cette très belle histoire montre toute la facilité avec laquelle les anciens pouvaient dépasser les différences culturelles ou religieuses pour se retrouver autour d'un sens commun. Ce film, c'est donc un hommage à ces hommes, à une génération qui disparaît après s'être longtemps tue, et un appel à la génération qu'ils laissent, pour qu'elle entende leur silence. Extérieur, rue, village, jour. Une ruelle colorée et vide, sur le mur, une pancarte. Larbi, trash, 1900 et des poussières 58. 1958.
2017. Puis, une clameur commence à monter dans les lieux, amplifiée par la structure de l'espace et portée en écho par la montagne. On reste sur la pancarte. La clameur s'approche. Puis, on voit des gens qui passent en récitant la prière pour accompagner la dépouille d'un mort. Puis, un cercueil couvert d'un drap vert passe, porté par de multiples bras anonymes et masque l'inscription sur le mur. Une émotion forte se dégage de l'assemblée. On ne voit que des crânes. La clameur gagne en intensité. Le cercueil passe et on retrouve encore la pancarte avec le nom l'Arbitrache, l'Arbi Off. Mon nom est l'Arbitrache. C'est le jour de ma mort. Peu de gens traversent en cercueil une rue qui porte leur propre nom. Dans ce pays, on attend toujours que la mort emporte les gens pour commencer à les célébrer. Question de tact ou de pudeur. Pendant ma longue vie, je suis mort plusieurs fois. Même si mon nom signifie le sourd, j'ai toujours été à l'écoute des autres. Mais peu de gens m'ont écouté. Mon grand-père adorait le chanteur égyptien Farid al-Atrash. Au moment de se faire recenser, il a pris ce nom. C'est toujours mieux que le borgne ou le manchot. Si on commence ici, c'est que j'ai une histoire à raconter, un récit à partager. Comment passer sur une rue qui porte son nom quand on est mort. On voit la procession funéraire s'éloigner, charriant de la poussière, de la terre et des lamentations des gens. Profitons de ce moment où ils vont me mettre en terre pour commencer mon histoire qui débute aussi sous terre. On entend des bruits de marteaux-piqueurs et de pioches. Il n'y a pas les disques. Allez, c'est là. Ah oui, d'accord. C'est à toi. Oui, c'est à moi. L'Arbi rentre chez lui et s'assoit dans son salon. Le bruit de la rue envahit la pièce. Il se lève et ferme les fenêtres pour couper l'épaisse mélasse de la cacophonie de la ville qui grouille sous lui. Il fait marcher un lecteur et écoute Kalsoum. Une chanson triste qui pleure le passé et la nostalgie de l'être aimé. Chaque fois que la musique s'apaise, on entend le craquement et le crachotement du vieil enregistrement. Pendant quelques secondes, l'Arbi regarde la poussière virevolter dans le rayon du soleil qui remplit la pièce. Une musique triste comme une berceuse couvre la musique Kalsoum. L'Arbi semble de plus en plus apaisé. Puis la porte d'entrée s'ouvre avec fracas et Marwan, un jeune homme entre deux âges, habillé d'un costard blanc, le cheveu défrisé, tenant 2 iPhones à la main, fait une apparition quasi théâtrale. Avec exaltation et joie, Marwan commence à s'agiter en écoutant à tour de rôle ses 2 téléphones. Ouais, je te rappelle. Ouais, j'ai mon père avec moi. Ouais, oh, puis je te rappelle. Ouais, je suis avec mon père. Ouais. J'avais peur de ne pas te trouver. Je suis venu exprès pour les heures de prière parce que je sais que t'aimes bien ça, toi, hein, son truc. Bon, m'écoute. T'as embrassé ou pas? Bon, écoute. Ça y est, arrêtez les machines. C'est ma station. J'ai trouvé mon filon. Cette fois, c'est la bonne. Je vais me remplir de fou et te rembourser les patients. Et cette fois, c'est sûr. Je le sens. Et mon genou, aussi je sens. Tu sais comment mon genou, il me lance à chaque fois qu'il va faire noir. Chaque fois qu'il va pleuvoir, j'ai le genou qui lance. J'ai une blessure dans le milieu. Avant chaque projet, j'avais le genou qui me lançait. Et là, j'ai bien écouté mon genou. Il ne m'a pas lancé. Avant, un projet, ça ne marchait pas. Là, ça me
que ça va marcher. Tout va bien. Puis la porte s'ouvre avec fracas. On découvre Sana, la plus jeune des filles de l'Arbi, un pur produit de la deuxième génération d'immigration organisée. À la fois très agressive sexuellement, mais aussi très masculine dans son attitude. Sana sourit, et on découvre qu'il lui manque une des dents du devant. Mais ça ne l'empêche nullement de distribuer ses sourires comme des petits pains. Elle sourit à la manière de Chef Khaled, à la fois avec spontanéité, mais ça finit toujours par ressembler à une grimace. Je suis très contente, très contente. Toi aussi. Ouais. Je suis toute excitée. Ah, t'as trouvé un job en fin de compte. Et pourquoi faire un job? Il y a le casting de The Voice qui vient dans la région et je me sens prête à exploser la baraque. Ah, c'est ça, ouais. Comme les 10 fois d'avant. Eh ouais. T'es en train de me chambrer là? Ah, si, tu voulais me chambrer, hein? Ouais, tu vas voir, monsieur Kératine, je vais finir par y arriver. Ouais, monsieur Kératine. Kératine, moi je mets de la kératine, jamais de la vie. Ouais, c'est ça. Tes cheveux ils ressemblent à mes poils pubiens. Comment t'expliques que t'arrives à les plaquer? Je parle pas de poils pubiens. Encore moins devant le père. Un peu de respect. Je m'en fous, hein. Carrière d'artiste m'attend. Elle commence à chanter. Elle a une voix de crécelle et ressemble à une caricature de boys band des années 90. Elle esquisse des mouvements un peu désordonnés. Dérangée par la puissante et lyrique voix de la chanson Kalsoum, Sana marque une pause. Elle est essoufflée. Elle se dirige vers le lecteur et l'éteint. Elle revient vers le centre, recommence à chanter avec sa voix de crécelle, en faisant une chorégraphie pathétique devant Marouane qui se moque d'elle, un sourire en voix. Ouais, c'est bon, va prendre tes médicaments, tu vas faire une crise d'épilepsie. Je t'emmerde. Et retire ça de suite. Retire ça. Mais Sana sort un couteau à cran d'arrêt pour se défendre. Sana a toujours ce couteau sur elle. Tu voulais me dire quoi? Ouais, c'est bon, calme-toi, tu fais ce que tu veux. C'est ta vie que tu gâches, c'est pas la mienne. Ne me prends jamais pour les poufiasses que tu traînes dans ton sillage, ok? Moi j'ai du clito, alors viens pas chercher à me le briser. Hein. On sonne à la porte au même moment. La porte est ouverte. Ça doit être la pleureuse encore. Ah, merde. Sana s'éloigne pour ouvrir la porte. C'est Afra, l'aînée. Une femme aux cheveux blancs, prématurément vieille, elle est en larmes. Elle reste sur le pas de la porte, les larmes coulent sur ses joues creuses. C'est quoi encore le souci? Ben, toujours la même histoire. Hein. Son tocard de mari encore? Ouais, mais alors maintenant il ne rentre même pas tous les soirs, il me fait jamais de cadeaux. J'en peux plus, moi je sais pas quoi faire. Achète un peu de dignité. Acheter quoi? Y a rien de te faire dire. Un peu de dignité. Attends, je te permets pas. Eh ben j'ai pas besoin de ta permission. Pourquoi elle me dit ça? Toujours ce genre de truc là. C'est moi si j'avais un mari comme le tien, un tocard de première, je l'aurais... Elle fait jouer son cran d'arrêt et esquisse une sorte de danse de la mort tribale où elle taillade le vide. Cette chorégraphie est bien plus réussie que celle qu'elle a cherché à faire en chantant. Elle est réellement effrayante. Allez, bon, on n'entend pas le coup. Là. La suite de l'échange est une caricature de dispute familiale. Voilà. Alors, oh, c'est bon. Il me reste que 3 mois à vivre. Mais personne ne l'a entendu. Il continue de se chamailler. Il les regarde en flou à travers la poussière. Il baisse la tête et quitte la pièce. Ses enfants ne font pas attention à lui. Je vais mourir dans 3 mois. C'est vrai, c'est la pleureuse, c'est une femme malheureuse. Il y en a un peu partout au monde, des femmes qui n'ont pas la chance dans la vie, qui pleurent, et plus qu'ils pleurent, les malheurs qui tombent à chaque fois. Pour moi, c'est elle. Le père Larbi, vraiment, est fatigué, déçu de la vie qu'il voit. Parce que ce qui est bien sur ce qu'il vient de jouer, parce que c'est une scène qu'il vit chaque jour. Donc il ne prête même pas attention, lui il est là,
en train de penser comment il va partir, il va mourir ici, non, ça coûte très cher, il faut payer chaque 15 ans, est-ce que je vais laisser à mon fils le temps de payer, est-ce qu'il va payer pour moi? Non, ils vont m'enlever, ils vont me jeter quelque part, non, donc je dois retourner au Maroc, à côté de ma femme que j'ai aimée beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font? Hé! Je vais mourir dans 3 mois. Je vais mourir dans 3 mois. Dans 3 mois. On le comprend à la lecture, mais on le comprend encore plus en voyant la situation. En fait, qu'on comprenne aussi le comique de la situation. Ouais, voilà. C'est vrai que là, je l'ai perçu de manière encore plus importante qu'à la lecture. C'est vrai que oui, voilà, c'est joué. Et puis il y a tous les aspects aussi qui peuvent sortir de choses que vous inventez également. Voilà. Alors ça, est-ce que c'est quelque chose que, enfin, est-ce que tu peux peut-être réagir aussi sur le... Moi, au contraire, je trouve que ce qu'on a écrit, justement, ce qu'on avait imaginé, parce que ce qui est difficile, c'est comment un père va annoncer quelque chose de très important et ses enfants. C'est pour ça qu'il fallait aller vers la caricature. En plus, je n'ai qu'une scène pour montrer ça. Je n'ai pas tout le film parce que je dois avancer. C'est pour ça, c'est un peu exagéré, mais pour montrer justement... D'ailleurs, toute la première partie du film, il est un peu exagéré comme ça pour aller vers ce comique, pour aller vers le drame aussi. Voilà. Je vais retrouver mon lieu de naissance. Je veux dire, pourquoi vous êtes monté dans la barque là? Ah, j'ai peur en fait. Je trouve ça plus rassurant d'être sur une barque, dans un bateau. D'un geste, elle l'invite à le rejoindre. Avec difficulté, Larbi s'installe avec elle dans le bateau de sauvetage. C'est comme une double assurance, quoi. Oui. Je comprends. Vous êtes né dans quelle ville, vous? Bah, la seule qui compte. Ouais. Casablanca. J'ai passé le plus clair de ma jeunesse à Casablanca. Hein? Ouais. J'étais institutrice. Ouais. Et j'ai même lu comme élève Jean Reno. Oui. C'est un joueur de foot? Il fait du nettoyage à sec. Je voulais faire ce voyage avec ma fille. Mais ma fille, prise par sa vie, sa carrière, son compte en banque, ses séances d'acupuncture, son chihuahua mourant, et sa consommation frénétique d'amants et de gigolos, elle s'est désistée au dernier moment. Moi aussi, j'ai des enfants égoïstes. C'est ça. Elle est égoïste. Parfois, je me demande si c'est pas à cause de nous. Ils sont comme ça, des monstres, arrivistes, égoïstes. Vous aussi, vous avez des enfants à protéger parfois? Il suffit que je vous parle de mon fils aîné. Lui, c'est mon fils aîné, là. 45 ans. Pendant très longtemps, on a pensé qu'il était attardé, mais en réalité, il est juste stupide. Et il pense qu'il est plus malin que les autres. Il a marché à 2 ans, sevré à 5 ans, après avoir ravagé les seins de sa mère. Il mange toujours à l'avenir, mais fait rien pour le présent. Son signe astrologique, c'est Scorpion. Mais en réalité, c'est juste un parasite. C'est le seul de mes enfants à être né au Maroc. Vous trouvez ça normal, vous ne dites rien. Non, Écoutez, je vais vous permettre. Si vous me cramez un peu, plus rien à dire. J'ai un bateau à prendre, un vrai. Oui, bah moi je reste dans ma barque. En pensant à ce que tu as dit à l'intérieur de ton cinéma, de ce que tu fais, de ce que tu aimes, c'est quelque chose qui te ressemble beaucoup. Ouais. Parce que pour moi, Et le c'est hasard. toujours, tu vas trouver toujours des voyages dans mon film. Je voyage, ce sont tous des road movies, même le film qu'on va voir tout à l'heure. Parce que dans le voyage, on rencontre d'autres personnes. En rencontrant d'autres personnes, on se met souvent en question. Et parfois, tellement ces gens, on croit qu'on ne va pas les revoir.
on peut leur dire des choses qu'on n'a jamais dit. Et c'est pour ça, ça nourrit le personnage. En même temps, ça donne des éléments aux spectateurs pour qu'ils comprennent mieux les personnages. Voilà. Si je peux dire quelque chose, Oui, oui. Ce que j'ai trouvé très touchant dans cette scène, moi je l'ai imaginé comme ça, pour moi cette femme-là c'est une pied noire. Et elle rentre chez elle, elle veut revoir le pays dont elle a été arrachée, et elle l'a quelque part probablement extrêmement mal vécu. Et j'ai trouvé ça très touchant qu'en tant que Marocain d'origine, on va dire, vous ayez éprouvé le besoin de faire arriver quelque part la détresse aussi de ces gens-là qui sont partis de ce pays et qu'on a été arrachés et qui vivent souvent extrêmement mal le fait de ne pas avoir pu retourner dans le pays qu'ils considéraient comme le leur et dans lequel ils ont vécu et grandi en se souciant pas du tout pour la plupart de tous les problèmes politiques. Pour eux c'était juste leur pays, c'était juste leur terre et je trouve ça très touchant que par ce clin d'œil de ces personnages, de cette mamie, vous ayez éprouvé le besoin de parler aussi de cette détresse-là, cette douleur-là, de ces gens qui sont partis. Pour ne pas dire que ça n'arrive que dans un sens. Dans un sens, même à l'autre sens, donc on n'est pas arrivé à lire tout le personnage, mais ton personnage, tu as une fille normalement, elle a une fille qui n'écoute pas, donc à chaque moment, mais quand il part dans le bateau, il n'arrête pas de l'appeler, et finalement, Moucho va prendre le téléphone, il va le jeter, parce que c'est comme ça, il n'y a plus rien à dire entre toi et ta fille. C'est malheureux, mais j'espère qu'il va aller partir te chercher quelque part à Casa. Voilà. Je fais appel toujours à quelqu'un qui écrit avec moi pour finaliser, parce qu'un scénario il est donné à des gens qui ne me connaissent pas, qui doivent refléter ce que je veux. Donc il y a certains mots qui choquent plus ou moins, je vais les enlever. Il y aura des choses que je vais ajouter, par exemple, j'aimerais bien commencer par, et ça c'est réel, il y avait Philippe Moreau qui était en 1963, qui est venu au Maroc, au sud du Maroc, c'est un Français, après, pour commencer à recruter les jeunes pour partir en France pour commencer à travailler. Et comment ça s'est passé? Mon personnage, l'Arabi, il avait un ami, donc ils vont être là. L'un, il va être accepté, l'autre, il ne va pas être accepté. Comment il va être accepté? Bien sûr, il est torse nu, et il les voit pousser. Après, il lui met un tampon. S'il est vert, ça veut dire qu'il part. Et s'il est rouge, ça c'est la réalité. Il ne part pas. Et tu as les deux amis, à un certain moment, tu vois que son ami, il ne va pas partir, il va commencer à prendre une pierre, il va commencer à nettoyer le rouge. Et l'autre, il va mettre un peu de salive dans le verre, ils vont être ensemble comme ça le verre, il reste un petit peu, et comme ça il va passer. C'est comme ça qu'il va aller en France. Pour moi, ce sont des choses, c'est plus important que d'expliquer, de faire rire. Symbolique. Ça montre à tel point, il veut aider sa famille, partir, bien sûr, il a toujours un rêve, et là, ça rejoint pourquoi on est parti. On veut revenir parce qu'on est parti pour quelque chose, pas pour vivre, pour essayer d'aider une famille. C'était plus fort que nous de rester, au lieu de rester 15 ans, on reste 40 ans, on oublie parfois, nos enfants ne laissent pas partir parce qu'ils n'ont pas été nés ici, c'est beaucoup plus complexe. Mais par la suite, ils vont partir ensemble, et c'est comme ça. Donc c'est une scène avec laquelle j'espère commencer mon film. Bien. Désolé Karim. Non, je vous en prie. C'est important pour moi.